Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va et vous? Oui, très bien, merci beaucoup. Merci à vous surtout de vous être rendu disponible, pour cette session, effectivement. Maître Djamel Belaoussi, vous êtes avocat pénaliste, notamment spécialisé, dans les questions relatives à la cybersécurité. On va parler encore une fois de confiance numérique. Je me permets de rappeler d'ailleurs en préambule, et Pierre l'a rappelé lui aussi, durant la session précédente, qu'Archimag a lancé, très récemment, en début d'année, un nouveau média qui s'appelle Code Confiance, vraiment dédié aux thématiques liées à la confiance numérique, donc identité numérique, fraude, cyber-risque et tant d'autres. Et d'ailleurs, il y a un portrait de vous, maître, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse à aller faire un tour sur ce nouveau média et puis aussi à réagir. C'est toujours très intéressant pour nous d'avoir vos retours sur ces sujets. Peut-être quelques mots pour vous présenter. Oui, très rapidement, Maître Belaoussi, cabinet d'avocats qui s'est dédié à la cybersécurité et surtout à la cybercriminalité, qui accompagne à la fois les entreprises ainsi que les particuliers qui se retrouvent inquiétés par des sujets liés à la cybercriminalité, que ce soit des escroqueries, etc. Aujourd'hui, peut-être le focus est vraiment sur les entreprises et les cyberattaques, les fuites de données et ces suites qui sont traitées par mon cabinet, qui est un contentieux qui est naissant en France avec toutes ces nouvelles fuites de données, et c'est un phénomène qui doit être traité pour la première fois par la justice. Mon cabinet s'est orienté dans ces sujets-là et prend tous les jours plaisir à travailler sur cela. Il doit y avoir de plus en plus de travail, j'imagine. Oui, c'est un peu, oui. Il y a un peu plus de travail et ça s'arrête pas malheureusement, en tout cas pour les entreprises. C'est sûr. Quels sont les risques justement aujourd'hui auxquels les entreprises sont plus exposées en matière de gouvernance de l'information? Quand on voit, si on fait le lien complet avec le sujet, donc aussi sur l'intelligence artificielle, je pense en préambule, il est déjà à noter que je pense que les entreprises de plus en plus subissent une pression d'intégrer l'intelligence artificielle en leur disant écoutez, si vous ne prenez pas ce train, vous allez être en retard ou carrément disparaître, etc. C'est une révolution, il faut la prendre. Dès lors, qu'est-ce qui amène à ça? C'est qu'en fait, vu que l'intelligence artificielle est basée sur les données, dès lors, vous venez de plus en plus à traiter plus de données ou vous devez traiter les données que vous stockez au sein de votre entreprise. Donc, déjà, on a un risque qui augmente tout simplement par l'usage de l'intelligence artificielle parce que la donnée prend une position beaucoup plus centrale. Ensuite, par rapport à cette pression-là, ceux qui sont remis en pression, et c'est une nouvelle pratique, c'est aussi tous les salariés, même les directeurs, ou peu importe, en fait, tous les membres de l'entreprise qui sont donc appelés à utiliser en fait ces méthodes d'intelligence artificielle, et que dès lors, on a un usage de l'intelligence artificielle qui peut au début peut-être être un peu sauvage s'il n'est pas encadré. Et c'est là le premier risque, parce que on le connaît tous. Je pense que d'abord on teste, donc on envoie des données dedans, on ne fait pas très attention, ce sont des données qui sont sensibles peut-être, ne sont pas anonymisées, peut-être on se dit c'est juste traité par un algorithme, etc. Néanmoins, le risque qui augmente, c'est la surface d'attaque. C'est-à-dire que demain, en soi, ce n'est plus l'outil que vous utilisez d'intelligence artificielle. Si votre entreprise est cyberattaquée, c'est votre base de données qui fuite. Mais on peut aussi imaginer, je pense que ça va devenir des grandes cibles, c'est tous ces outils d'intelligence artificielle, et que quand ils vont fuiter et qu'on remarque que vous avez mis sans le consentement de vos clients des données qui ont été recollectées, des données sensibles, en soi, vous êtes inquiété par rapport à ça. Donc ça, c'est le premier grand risque. Okay, ça, c'est vraiment un grand risque. Et après, ce grand risque est vraiment lié aussi à la fuite de données. Donc, il faut savoir, quand on utilise l'intelligence artificielle, il faut nécessairement savoir comment en fait gérer une fuite de données qui va certainement arriver au sein de votre entreprise. Et justement, aujourd'hui, quel est le point d'entrée que vous voyez le plus souvent de la part des cyber criminels? Ça dépend déjà de la maturité de l'attaquant et aussi de la maturité de l'entreprise. C'est-à-dire, ce qu'on voit quand même beaucoup, et c'est pour ça, on va y revenir certainement sur NIS 2, c'est on voit de plus en plus de ce qu'on appelle les supply chain attack. On peut parler en français les attaques de chaîne d'approvisionnement, c'est-à-dire que toutes les entreprises sont de plus en plus liées et on essaye d'attaquer peut-être un plus gros par un plus petit ou même l'inverse. C'est-à-dire ça peut marcher, mais une fois qu'on rentre dans une porte, ensuite il y a d'autres portes qui s'ouvrent. Donc
Ça, on voit de plus en plus d'attaques comme ça. Et après, il faut quand même dire que le facteur premier qui reste lors des attaques, même sur des très grandes attaques qu'on a vues dans des presses, même sur des, pas les citer, même liées au gouvernement ou des ministères, c'est souvent une faille humaine. Okay. Et là, on revient de nouveau sur en fait comment contrer les risques ou comment en fait les minimiser. C'est-à-dire si on n'a pas une sensibilisation assez efficace au sein de l'entreprise, on reste toujours faible par rapport aux membres de l'entreprise ou de l'organisation que vous dirigez. Comment est-ce qu'on peut se protéger dans ces conditions? Parce qu'il y a aussi justement des risques qu'on a beaucoup de mal à anticiper finalement. Oui, ce qu'il faut comprendre surtout, c'est qu'on ne peut pas se protéger à 100%. Une cyberattaque reste quand même, ça reste quand même une attaque. Si vous êtes victime d'une attaque sophistiquée, vous pouvez bien vous protéger, etc. Néanmoins, vous ne pouvez jamais arriver au degré à 100% où vous protégez tout votre système d'information. Donc, l'idée, déjà, vous devez très bien connaître votre système d'information pour protéger l'essentiel, en tout cas le plus sensible. C'est-à-dire, l'idée, ce n'est jamais de tout protéger, ça coûte trop d'argent, c'est beaucoup trop fastidieux, mais déjà protéger ce qui est vraiment sensible. C'est qui amène aussi à savoir cartographier parfaitement, on revient sur la gouvernance, parfaitement connaître en fait les données qu'on traite. Et je pense que très peu d'entreprises le savent vraiment parfaitement. Et l'IA amène encore une difficulté supplémentaire. Et ensuite, il faut sensibiliser, mais aussi contraindre en fait tous les membres de son entreprise à utiliser, si on revient sur l'intelligence artificielle, les outils d'intelligence artificielle d'une certaine manière, ou les données, peu importe, d'une certaine manière. Ça aussi, ça protège aussi juridiquement, parce que si derrière un salarié en connaissance de cause, parce qu'il y a une charte sur l'usage de l'IA ou parce qu'il y a une politique de sécurité de système d'information très claire et qu'il la viole, et qu'ensuite il y a une fuite de données, on peut toujours se retourner contre le salarié et l'entreprise peut voir en fait sa responsabilité juridique complètement protégée. Okay, donc il faut mettre en place ces dispositifs réglementaires au sein de l'entreprise. Et ensuite, pour revenir au premier propos qui est vraiment très important, c'est que vous n'allez pas tout protéger, c'est la première chose, et vous ne pouvez pas être protégé à 100%. Donc la survenance d'une fuite de données ou d'une cyberattaque, il faut s'y préparer. Il faut savoir la gérer et c'est ça où il faut se préparer à la gestion de crise. En tout cas, il faut faire des simulations de crise. NIS2 dit pour les entreprises qui sont touchées en fait par cette directive, il faut le faire une fois par an, mais on peut inviter tout le monde à le faire, c'est-à-dire à son échelle, parce que ça amène de nouveau à regarder, à cartographier ces données, à regarder un peu les failles, à resensibiliser. Donc, une journée comme ça ensemble au sein de l'entreprise vaut quand même de l'or parce que si la crise, la fuite de données est bien gérée, en soi, les conséquences, les risques derrière s'atténuent fortement. C'est surtout, on voit que les crises très mal gérées qui coûtent très cher. Ça touche vraiment toutes les typologies d'entreprises, ces risques cyber, ou est-ce qu'il y a quand même une typologie un peu plus privilégiée ou des secteurs d'activité peut-être plus exposés que d'autres? Qu'est-ce que vous observez sur le terrain? Sur le terrain, sans exception. En tout cas, tout le monde est touché. C'est-à-dire, on peut avoir un petit cabinet d'architectes, c'est-à-dire deux, trois personnes, comme avoir des très grandes entreprises, des grandes usines de fonctionnement, etc. Il faut savoir que, en fait, les cybercriminels fonctionnent par opportunité. C'est des opportunistes. C'est l'essence même de la délinquance. On va là où c'est assez simple. C'est-à-dire, et si on peut faire l'analogie, peut-être un peu simpliste, mais qui explique bien les choses, avec un cambriolage, on va là où c'est facile d'entrer, c'est-à-dire on se tape toute la rue, et après on regarde un peu où on peut rentrer de manière très, très, très facile, sauf que ça se fait maintenant informatiquement, ils peuvent vraiment scanner énormément d'entreprises, des systèmes d'information, et dire, voilà, super, là on rentre. Après, il faut quand même dire qu'il y a aussi des groupements cybercriminels de deux typologies différentes qui ont des cibles très déterminées. L'activisme, c'est-à-dire eux, ils vont vraiment attaquer des sites gouvernementaux ou des sites internet pour les mettre en fait en péril, parce qu'en fait ils veulent faire passer un message suite en fait à un événement géopolitique ou autre. Donc ça, eux, ils ont des cibles très déterminées, donc pas tout le monde est touché par ces groupements-là. Okay, comme il y a aussi le cyberespionnage, donc là c'est très très ciblé. Et ensuite, on a quand même les grands groupes de cybercriminels. Eux, ils vont peut-être plutôt cibler quand même des boîtes où ils savent qu'ils peuvent obtenir une rançon à la hauteur en fait de leur groupement, où on peut toucher quelques centaines et des millions d'euros. Néanmoins, et là pour revenir sur le sujet peut-être fondamental de cybersécurité et intelligence artificielle, l'intelligence artificielle avec la simplification du codage et des outils amène quand même à de plus en plus de personnes
à pouvoir mener des cyberattaques. Et donc, ils vont chercher aussi des cibles très proches et petites pour faire un peu d'argent. Ce n'est pas nécessairement des grands groupements cybercriminels, mais souvent aussi des loups solitaires qui n'ont pas des connaissances informatiques très fines, mais peuvent le faire grâce à l'IA. Oui, donc fatalement, moi je vous pose la question que j'ai aussi posée ce matin à Denis Berthaud, vice-président du GF2I. Est-ce que l'IA aujourd'hui, c'est plutôt une menace ou une opportunité en matière de cybersécurité? A priori, plutôt une menace, mais... Ouais, oui, franchement, c'est assez quand même extraordinaire hein, dans le terme ce qui arrive, hein, surtout pour peut-être un peu prendre hauteur sur le sujet quand on voit que OpenAI et Anthropic vont rentrer en bourse très prochainement, qu'ils ont des valorisations qui sortent de l'imaginaire total. Bon, il y a SpaceX qui s'y rejoint, mais moins dans l'intelligence artificielle, mais ils vont venir aussi. On se dit, il y a énormément de financement qui coule en fait dans l'intelligence artificielle et dans le développement de ces outils. Et je pense que ceux qui ont été dès le début là, avec par exemple le début de ChatGPT, OpenAI, et qui voient par exemple aujourd'hui les modèles similaires d'autres entreprises, à quel niveau on est, en si peu de temps, c'est là où on se dit, c'est très, très inquiétant quand même, parce qu'on se dit où ça peut aller. Et on a clairement un exemple très typique, c'est Mythos avec Anthropic, qui a sorti un outil de sécurité et qui a décidé de ne pas le publier avec les propos qui ont été très clairs et non ambigus, de disant, mais si c'est utilisé à des fins malveillantes, on a un vrai sujet. Un vrai sujet, sachant qu'en plus, Mythos était capable déjà de contrer à 80-90% sans intervention humaine une cyberattaque qui a été faite par un groupement chinois en novembre 2025. Donc, voilà, on est quand même sur quelque chose où on peut se quand même poser les questions jusqu'à où ça va aller. Est-ce qu'on peut vraiment s'imaginer en fait toutes les compétences que ça va avoir en termes de cybersécurité et qu'on le sait aussi, et ça c'est peut-être la perspective que je peux apporter, on sait toujours que en fait, la criminalité, et surtout la criminalité organisée, va avoir accès à ces moyens. Donc, si vous me posez la question entre menace et opportunité, je le vois plutôt comme une menace, vraiment clairement, et peut-être que vraiment la cybersécurité devra changer clairement de modèle pour en fait contrer ça. Après, est-ce que j'ai la réponse? Je vous dis clairement, totalement, pas du tout, mais je le vois vraiment, je suis pas nuancé, moi je le vois vraiment comme une menace et je suis plutôt optimiste de nature, donc c'est vraiment plutôt le fruit d'un raisonnement que d'un pessimisme naturel. Il y a vraiment ce côté aussi industrialisation qui remontait d'ailleurs dans une étude publiée récemment par Fortinet sur des chiffres à l'échelle mondiale, où effectivement, comme vous le disiez, on n'est plus dans un profil de pirate dans son garage avec le hoodie. On est vraiment dans des groupuscules qui ne sont pas geeks pour un sou et qui arrivent grâce à l'IA justement à réaliser des attaques qui a priori portent leurs fruits. C'est quand même assez fou. Oui, c'est exactement, c'est vraiment pas un changement de paradigme, on n'irait pas jusqu'à là, mais vraiment un changement des méthodes et vraiment l'accès en fait aux cyberattaques, à la compétence de mener des cyberattaques est devenu en tout cas très très facilité. Et aussi, on peut le dire, mais les groupements cybercriminels tels que l'Orbit sont organisés de manière comme ça. C'est-à-dire, c'est devenu des franchises en mettant à disposition en fait leur outil qui était un SaaS, donc un software as a service, donc avec un mode d'emploi, on prenait un abonnement, on allait en fait rançonner, donc chiffrer les données, donc rentrer dans le système d'information, chiffrer les données des entreprises, et ensuite demander une rançon, et ensuite la rançon rentrait dans le système, et l'Orbit, le groupement cybercriminel, se prenait un pourcentage. Et là, on se dit, ben, en fait, avec l'avènement de l'intelligence artificielle et de ces outils quasiment autonomes, parce que Anthropic le dit, Mythos n'est pas encore capable de manière autonome à mener une cyberattaque, mais on est quand même, donc on dit quand même à contrer une cyberattaque à 80-90%, je pense que ça peut suffire aux cybercriminels qui n'ont pas besoin d'un taux de réussite à 100%, alors qu'à l'inverse, vous, quand vous allez prendre un outil d'intelligence artificielle pour gérer cela, vous voulez une fiabilité de 100%. Donc oui, c'est là la menace, et surtout que les outils d'intelligence artificielle, c'est peut-être un raisonnement un peu plus poussé et qui vient aussi d'un avocat pénaliste, en tout cas la vision plus générale de la criminologie, c'est que les outils d'intelligence artificielle vont rendre aussi beaucoup plus compliquées les infractions dans le monde, entre guillemets, réel. C'est-à-dire, on le voit, c'est-à-dire aujourd'hui, plus personne ne braque une banque, les fourgons en fait, de billets ne sont plus attaqués, etc., etc. Donc, on a aussi un changement en fait
de méthode de la criminalité classique et qui va quand même nécessairement peut-être s'intéresser de plus en plus à ça parce qu'en fait, l'accès à ces compétences est complètement facilité. Et pour ne rien cacher, on le voit déjà dans des dossiers. Bon, je ne vous fais pas l'affront de vous demander pourquoi, ou plutôt comment l'intelligence artificielle pourrait être une opportunité. Mais effectivement, malgré tout, dans ces conditions, qu'est-ce qui manquerait ou qu'est-ce qui est vraiment bloquant pour justement utiliser l'IA pour lutter contre la cybercriminalité? En soi, l'opportunité est liée parce qu'on va l'utiliser pour contrer pas mal de choses, c'est-à-dire en fait, tout ce qui est développé, tout ce qui va être utilisé par des cybercriminels est développé en fait par des entreprises légitimes dans le but de protéger les entreprises. Donc, ça fait sens. Néanmoins, le problème, c'est qu'on sort en fait avec l'IA, en fait, encore une fois, la facilité d'accès et les criminels en tout cas les organisations délinquantes et criminelles, vont bien évidemment s'en saisir. En fait, il y aura de l'opportunité, mais le problème, cette opportunité sera aussi saisie et on est un peu en fait dans une question où en fait comment on va faire, parce qu'en fait une fois qu'on va développer de nouveau une défense plus puissante, ben, nécessairement on va aussi augmenter la capacité en fait d'attaque. Donc c'est pour ça en fait c'est un peu une course perdue d'avance qui va être faite hein, certainement, mais qui ne va pas faciliter. Et en fait, et là pour revenir en fait sur peut-être le sujet aussi, est-ce que toutes les entreprises vont être à risque? Et oui, là particulièrement, oui. Et c'est-à-dire que si on n'a pas une parfaite gouvernance de ces données et qu'on ne sait pas gérer une crise, ben, une cyberattaque de ce genre peut être la cloche de fin en fait, de son entreprise. Aujourd'hui, en matière de droit, comment la justice française, justement, elle accompagne ces organisations qui sont victimes de cyberattaques? Donc la France s'est dotée, donc, la première chose à savoir, c'est qu'il y a un parquet spécialisé en France, donc le parquet J3, qui est à Paris, qui a une compétence pour gérer en fait les infractions liées au stade 323-1 du Code pénal et suivants, donc ils sont compétents pour ça. Et ça, c'est une très bonne chose parce qu'on a dès lors des magistrats très compétents et spécialisés, et surtout on a aussi vu qu'en fait vous êtes victime d'une infraction pénale, vous déposez plainte suite à la cyberattaque. Et là, en soi, le déclenchement est assez rapide. On est en plein dans le sujet d'actualité avec l'affaire Liana, où on voit en fait que les traitements de plaintes est en difficulté. On a beaucoup de plaintes qui sont en détresse en France, je pense plus de 3 millions. Et vous imaginez si vous avez une cyberattaque d'ampleur et qu'on vient 6 mois ou 9 mois après en disant la gendarmerie cybergène qui vient, bon, qu'est-ce qui s'est passé? C'est compliqué, vous voyez. Et là, le parquet est parfaitement organisé, c'est que le traitement de plainte est très très rapide, extrêmement rapide. On a aussi, ce qui est fait, c'est que les brigades spécialisées sont tout de suite mentionnées, tout de suite missionnées, et en conséquence, vous pouvez avoir le lendemain, voire le jour même, en fonction de la sensibilité en fait de votre cyberattaque, vous pouvez avoir une brigade qui est là, qui mène les investigations. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, vous avez bien évidemment l'ANSSI, donc l'Agence nationale des systèmes de sécurité d'information. Vous avez également Cybermalveillance qui fait de la sensibilisation, qui sort des guides, qui vous aide sur en fait comment mettre en place une politique de sécurité de système d'information, etc. Donc il y a de la documentation, il y a un parquet spécialisé et il y a l'Agence nationale de sécurité de système d'information qui est là. Donc la France s'est bien dotée. Et ensuite est venue l'influence européenne avec les directives et les règlements. Donc, on a NIS 2 qui, je pense, est plutôt connu. On attend la transposition complète. On a DORA, c'est pour le système bancaire, donc qui met en place des réglementations pour qu'en fait les entreprises se protègent. Et ensuite, on a aussi, il faut le mentionner dans le cadre en fait de cette présentation, on a l'IA Act, donc qui traite en fait tout ce qui est sur l'usage de l'intelligence artificielle sur le sol européen et qui fait vraiment des bonnes choses. Certes, on va peut-être pas être les plus rapides dans le développement de l'IA, mais je pense qu'on va quand même protéger les droits fondamentaux. Ben justement, je me permets de saisir la perche. On avait une question ce matin qui avait été posée sur l'IA Act. Je ne sais pas si la personne est toujours là, mais est-ce que vous pouvez nous résumer les impacts de l'IA Act qui devrait entrer en vigueur en 2027? L'IA Act, la première chose à dire, donc on est sur une directive, donc en fait on est sur des éléments plutôt larges, c'est-à-dire on dit à un État, voilà en fait comment vous devez en fait, dans quelle ligne vous devez en fait transposer tout cela.
Et on retrouve dans l'IA Act vraiment tous les secteurs en fait, de la société qui sont touchés. C'est-à-dire, néanmoins, ce qui m'intéressait le plus, c'est comment en fait l'intelligence artificielle est utilisée dans la justice. Est-ce qu'on peut, en tout cas, substituer le juge par un algorithme? Ça va devenir une vraie question sur des contentieux de masse, etc. La même chose au niveau médical, c'est-à-dire, est-ce que demain, en fait, par exemple, quand vous allez faire votre radio, est-ce qu'on pourrait mettre en place quelque chose qui est tout simplement totalement automatisé, où il n'y a plus de radiologue, etc. Et après, vous avez bien évidemment sur la vidéosurveillance. L'idée, c'est de manière, sans rentrer totalement dans le détail, sinon on en aura pour 1 heure, mais l'idée de l'IA Act, c'est comment concilier parfaitement en fait, le développement, la course à l'intelligence artificielle, qui est quand même clairement menée par tous les grands continents, par rapport aux droits fondamentaux et la vision européenne aussi des droits fondamentaux. Ou par exemple aux États-Unis, on a fait le choix, on ouvre les vannes à la fois au niveau du financement et au niveau faites ce que vous voulez. Là, en soi, l'Europe a fait le choix, oui, on développe, mais on doit développer d'une certaine manière. Et si ce n'est pas le cas, on sanctionne. Et ce qui est vraiment, en tout cas, de mon point de vue, très rassurant. On va peut-être perdre en fait en termes de vitesse, mais je pense qu'au moins, l'intelligence artificielle pourra être traitée parce que tout le questionnement aussi, si demain on a un gouvernement qui est peut-être moins friand en fait des libertés fondamentales, comment il va l'utiliser, comment ça va être utilisé par exemple aussi pour profiler, la même chose dans les assurances, etc. En fait, ça touche vraiment tous les secteurs. L'idée, c'est de protéger les droits fondamentaux des citoyens par rapport à ce développement de l'intelligence artificielle. Une question peut-être un petit peu naïve, mais je la pose quand même. Est-ce que le traitement finalement de ces plaintes de cyber-attaques, c'est pas quelque chose d'un peu frustrant? C'est-à-dire, est-ce qu'on arrive à aller au terme vraiment identifier le cybercriminel, pouvoir mener des actions concrètes contre lui ou contre le groupe concerné, ou est-ce que en fait on ne sait pas et on essaye de se protéger autant que faire se peut? C'est une très bonne question. D'abord, peut-être de manière globale, revenir sur l'utilité des dépôts de plainte, parce qu'il y en a une qui est très importante à savoir. Si vous avez une assurance cyber, la loi vous oblige de déposer plainte dans les 72 heures suivant la cyberattaque. Donc, déjà, première fonction légale, c'est d'assurer en fait votre indemnisation par l'assurance en fonction en fait du contrat d'assurance que vous avez. Donc, ça, c'est la première utilité. La deuxième utilité, c'est quand même que des investigations soient menées sur votre système d'information. Je m'explique. Vous n'êtes pas une société avec un RSSI ou un DSI ou avec une grande force de frappe. Vous n'êtes pas une entreprise tech, etc. Donc, mener des investigations numériques, très compliqué. Si vous avez la cybergendarmerie qui arrive, au moins, ça, c'est fait. Ce qui permet, en fait, d'identifier la porte d'entrée, bien évidemment, faire les corrections nécessaires. Et aussi, en fonction de la porte d'entrée où c'est venu, il y a les responsabilités juridiques qui vont en découler. Donc, aussi, ça peut servir d'une manière à vous protéger si vous n'êtes pas responsable de la porte d'entrée. Disons que ça vient de l'hébergeur. Okay. Ensuite, sur l'identification des auteurs, qui est bien évidemment aussi une fonction, mais souvent quand on est face à des rançongiciels, etc., on sait qui est derrière, parce qu'en fait, ils se revendiquent. Ils vont dire « Coucou, c'est Lockbit, on vous demande ton argent ». Donc, on sait qui est derrière. Le travail qui est fait par le parquet J3, c'est qu'en fait, ils rassemblent toutes les plaintes liées à ces infractions-là et ensuite, ils vont essayer de les regrouper en fonction de comment, en fait, du mode opératoire pour, en fait, les relier tous à un groupement cybercriminel. Donc, ils vont comprendre, OK, ces cyberattaques-là, c'est ce groupement cybercriminel, ces plaintes-là, c'est ce groupement cybercriminel. Donc, en déposant plainte, vous donnez des informations aux forces de l'ordre, en tout cas au parquet, pour peut-être mieux comprendre et mieux poursuivre en fait ces groupements cybercriminels. Et on a eu en fait en France des grands succès par rapport à ça, avec des membres, je reviens sur ce groupement cybercriminel parce que peut-être c'est le plus connu, Lockbit, qui ont été arrêtés sur le sol français grâce à cela, grâce au travail du parquet J3 et automatiquement grâce aussi au dépôt de plainte qui a été fait parce que ça a donné des informations précieuses aux forces de l'ordre. On a peut-être une proportion d'affaires qui sont menées à leur terme, donc jusqu'à l'identification des pirates par rapport à celles qui ne le sont pas ou... C'est difficile à dire. Je n'ai pas la vision et le parquet, je ne pense pas, est communiqué là-dessus. Ça, je ne peux pas vous dire s'il y a une proportion d'élucidation en fait, des cyberattaques. Après, il faut dire quand en fait, les cyberattaques sont menées par
pas des groupements professionnels de cybercriminels. Quand les investigations sont menées, très souvent, on retrouve quelqu'un. Parce que ça laisse toujours des traces, sauf à ce que vous effacez et que vous n'ayez pas les bons réflexes. D'où, encore une fois, l'utilité de savoir comment gérer une crise cyber, ce qui est très, très important. Parce que si vous venez à débrancher avec votre système d'information et que vous effacez les traces, là, nécessairement, on aura du mal à retrouver l'auteur. Mais où la gestion de crise est plutôt bien menée, où la cyberattaque est venue, par exemple, plutôt des gens novices, le taux, en tout cas de ce que je vois au sein de mon cabinet, le taux d'élucidation, donc d'identification des auteurs est assez élevé. Oui. Ok. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Peut-être en termes de conseils, pour finir quand même sur quelque chose de positif, quel serait le premier conseil que vous pourriez donner à appliquer pour se prémunir, pour se protéger? Il y a effectivement cette assurance piratage, je ne sais plus comment vous l'avez appelé. Oui, l'assurance cyber, on appelle ça communément, mais Okay. oui, ça se déploie. Donc ça, assez important, c'est-à-dire en fonction en fait, de l'exposition. Mais encore, il faut savoir que si vous ne faites pas le travail en amont, les assurances cyber, ce qu'ils vont faire, c'est comme ils vont regarder votre maison. C'est-à-dire si vous n'avez pas de fenêtre, ils ne vont pas vous assurer contre le vol. Là, ils fonctionnent de la même manière. Donc c'est assez intéressant de s'intéresser en fait aux assurances cyber parce qu'on va aussi nécessairement regarder est-ce que vous êtes suffisamment protégé. Et là, peut-être le premier conseil vraiment, c'est cartographier les données. Savoir comment, en fait, quelles données on gère. Parce que souvent, cette question-là, quand on arrive, donc, c'est quoi vos données? Et là, ça bégaye. Non, ça, c'est la première chose. Et ensuite, comment on a le droit de les utiliser au sein de l'entreprise? Qui a le droit de faire quoi et comment? Et ensuite, faites de la gestion de crise. C'est-à-dire, même si vous êtes une petite entreprise, peut-être faites une matinée cyber, de nouveau de la sensibilisation, etc. Et ensuite, OK, on imagine, on a perdu ces données-là, comment on agit? Est-ce qu'on a le numéro de téléphone? Et là, on remarque, ah mince, en fait, le numéro de téléphone d'un tel et tel expert ou de l'informaticien, en fait, il est dans notre CRM. Est-ce qu'on a accès au CRM? Non. Donc, peut-être avoir un registre papier, vous voyez. Et c'est en faisant ces gestions de crise où, en fait, chaque année, on améliore. Et quand ça arrive, parce que ça va arriver, sans être vraiment pessimiste, vous savez que vous voulez une note positive, mais c'est ça l'idée. Quand ça va arriver, au moins, le process est clair et ça va vraiment changer du tout au tout le préjudice. Eh ben, merci beaucoup. Merci pour votre expertise ce matin. C'était vraiment super intéressant. C'est très bien d'avoir des retours terrain aussi concrets. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous. J'ai partagé votre compte LinkedIn si les participants ont des questions ou une volonté d'échanger davantage. N'hésitez surtout pas. En tout cas, merci encore pour votre intervention ce matin, maître. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Très bonne journée. À bientôt. Au revoir.